Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de votre fidélité. À présent, les titres de tour d'horizon de l'actualité nationale. À Conakry, 5 jours de réflexion intense autour des équilibres budgétaires. 19 pays réunis pour décrypter les enjeux macro-budgétaires et financiers. Une concertation stratégique face aux pressions économiques croissantes et regards croisés sur les défis et perspectives des finances publiques africaines. À Manéa, les déchets plastiques changent de destin. Le recyclage s'impose comme une réponse concrète aux défis environnementaux. Entre innovation industrielle et enjeux de salubrité, une nouvelle dynamique se dessine. L'économie circulaire prend forme sur le terrain. Safa, une localité où résilience et isolement se confondent, un territoire enclavé face aux défis d'infrastructures de base, mobilité difficile, école précaire, jeunesse en attente de perspectives, immersion au cœur d'une réalité qui interpelle et questionne le développement local. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition. Le fonds d'investissement minier à l'heure de l'évaluation stratégique, la 8e réunion du conseil d'administration du FMI a réuni administrateurs et experts autour de l'examen des résultats et des perspectives de l'institution. Les membres ont salué les performances enregistrées tout en mettant l'accent sur les orientations et priorités à consolider dans ce secteur de l'économie nationale. Saha Martin Fansinaduno, Kandesila. C'est la 8e réunion du conseil d'administration du fonds d'investissement minier FIM. Elle représente une étape importante dans le fonctionnement institutionnel du secteur minier. Cette rencontre permet notamment d'évaluer le niveau d'exécution des projets d'investissement minier, de vérifier et d'ajuster la mise en œuvre des orientations stratégiques et de renforcer la transparence financière et la gouvernance pour soutenir la croissance durable et l'attractivité du secteur minier. Au niveau de l'exécution du budget de l'année 2025, nous avons constaté un net progrès. On a été heureux d'apprendre que pour la première fois, le fonds d'investissement minier a pu, grâce à l'appui de ses administrateurs, notamment de la vice-présidente, a pu mobiliser presque 100% des revenus prévus dans le budget. C'est une première, ce qui a permis le financement des actions prioritaires du ministère des Mines, notamment les actions d'investissement. Le fonds d'investissement minier FIM est une structure de mobilisation et de gestion des ressources financières dédiée au secteur en appui aux politiques publiques minières et au renforcement des capacités locales. Cette réunion est donc essentielle pour inspirer confiance auprès des partenaires internationaux et les investisseurs. Ce qui a permis au ministère d'atteindre plusieurs de ses objectifs en termes d'investissement au niveau des préfectures, la construction de directions préfectorales, le financement de certaines actions de recherche minière, la promotion minière. La 8e réunion du conseil d'administration du fonds d'investissement minier s'inscrit dans une dynamique de réforme et de performance. En renforçant sa gouvernance, le FIM affirme son ambition, celle de faire du potentiel minier guinéen un moteur structurant du développement économique et social du pays. À Conakry, fin du séminaire interrégional consacré à l'analyse macro-budgétaire. Durant 5 jours, des experts issus de 19 pays d'Afrique subsaharienne ont échangé sur les cadres budgétaires à moyen terme et leur articulation avec le cycle des finances publiques. Cette rencontre s'inscrit dans un contexte marqué par des contraintes budgétaires et des enjeux de soutenabilité financière pour de nombreux États. Mamadi Gassama, Saha Aloyomboni. 19 pays de l'Afrique de l'Ouest et du Centre étaient au rendez-vous de la 4e édition du séminaire interrégional sur l'analyse macro-budgétaire. Après 5 jours de partage d'expériences, plusieurs recommandations sont formulées et des points d'attention relevés. Les expériences comparées ont permis aux participants de répartir avec des pistes pratiques pour faire du débat d'orientation budgétaire un véritable levier d'amélioration de la programmation au bénéfice de la transparence et de la crédibilité des politiques publiques. L'initiative est pilotée par les centres régionaux de développement de capacité du Fonds monétaire international, appuyé par le ministère de l'économie, des finances et du budget. Je voudrais à cet égard réaffirmer l'engagement des centres régionaux de développement de capacité
Afritac Centre, Afritac de l'Ouest, a accompagné vos administrations dans la mise en œuvre des recommandations issues de ce séminaire. Nos appuis techniques continueront de privilégier les priorités mises en évidence lors de vos échanges. Pays hors de cette 4e édition, la Guinée entend capitaliser les enseignements tirés de cette rencontre pour renforcer son dispositif de planification budgétaire et améliorer la gouvernance des finances publiques. Pour la République de Guinée, sous la haute direction du président de la République, son Excellence Mamadi Doumbouya, ces travaux revêtent une importance stratégique majeure. Notre pays entend pleinement tirer parti des conclusions du présent séminaire dans la mise en œuvre des ambitions de développement, notamment à travers la dynamique structurante du programme Simandou 2040 qui mobilise des investissements d'une ampleur exceptionnelle. Après Conakry, cap est mis sur la Guinée équatoriale qui accueillera très prochainement la 5e édition de ce séminaire interrégional axé sur les enjeux macro-budgétaires. Cap sur la stratégie nationale de sécurité routière 2026 à 2030. Les acteurs du secteur se réunissent pour définir les orientations et actions prioritaires en matière de prévention et de sécurité sur les routes, initiée par le ministère des Transports à travers l'AGICER. Cette concertation vise à harmoniser les approches et à renforcer les dispositifs existants pour les 5 prochaines années. Colonel Morikaba nous en dit plus. En Guinée, selon les statistiques des accidents de la circulation, la route tue plus que certaines épidémies. Face à cette situation préoccupante, les acteurs impliqués dans la gestion et la régulation du trafic routier se sont réunis pour inverser la tendance. L'objectif est d'harmoniser les points de vue et de mettre en place une stratégie nationale cohérente et efficace pour la période 2026-2030. Chaque accident de la circulation représente une perte humaine, une douleur pour une famille, mais aussi un frein pour notre économie et notre avenir collectif. Conscient de ces enjeux, le gouvernement, à travers le ministère des Transports et l'Agence guinéenne de la sécurité routière, s'est engagé à élaborer une stratégie ambitieuse et inclusive. Cette stratégie vise à réduire de manière significative les risques sur nos routes, en mettant l'accent sur la prévention, l'éducation, la réglementation et l'amélioration des infrastructures. C'est vraiment une feuille de route pour l'Agence guinéenne de la sécurité routière avec toutes les parties prenantes pour qu'on puisse impacter sur la vie de nos usagers. L'objectif ici, après l'élaboration et la validation de cette stratégie, qu'on puisse pouvoir réduire drastiquement les accidents de circulation sur nos routes. Après amendement et adoption des propositions, les acteurs chargés de l'application des lois sur le terrain estiment qu'une telle rencontre est salutaire. La sécurité routière, c'est un problème de santé publique. Tout le monde est concerné. Si nous ne se donnons pas les mains, si on ne conjugue pas les efforts, toutes nos missions vont être vouées à l'échec. Et c'est ce qu'il ne faut pas souhaiter. Deux ministères peuvent se recouper sur une même prérogative. Les textes existent, mais c'est l'application qui pose problème souvent en matière de collaboration. C'est ce qui manque de voir que chacun va de son côté et finalement se retrouve sur le même terrain. Le modèle de stratégie à adopter est proposé par un expert en sécurité routière. Une démarche qui traduit la volonté de la Guinée de s'aligner sur les standards internationaux en matière de prévention et de sécurité routière. Justice à présent, focus ce soir sur un acteur du système judiciaire, un maillon discret mais indispensable. Ce soir, notre rédaction vous propose un éclairage sur la profession de greffier, acteur central de la chaîne judiciaire et collaborateur direct du magistrat. De la tenue des audiences à l'authentification des actes, ce professionnel joue un rôle déterminant dans la régularité et la sécurité des procédures. On en sait un peu plus dans ce reportage de Tcherno Younoussaba et Aboubakar Sidiki Sissé. Le greffier joue un rôle fondamental dans le fonctionnement d'une juridiction. À l'audience, il partage le présidium avec les magistrats et arbore la robe d'audience de même couleur que celle du juge ou du ministère public, selon la nature des procès.
Une proximité qui explique la complémentarité entre magistrats et greffiers. Dans les juridictions, le greffier reste l'interlocuteur privilégié des justiciables. Comme rôle administratif, le greffier est la mémoire d'une juridiction. Il conserve les dossiers, il classe les décisions, il assure le suivi de toutes les affaires, il garantit la traçabilité et l'archivage des pièces de procédure. Le greffier constitue le premier interlocuteur du justiciable au sein d'une juridiction. Le greffier participe activement au respect des règles de procédure. Autrement dit, sans lui, une décision peut être annulée. Il s'assure de la légalité et de l'authenticité des actes judiciaires. Sans la signature d'un greffier sur un jugement ou d'un procès verbal, une décision judiciaire n'a aucune valeur juridique. Le greffier consigne tout ce qui se passe à l'audience dans le plumitif. C'est ce qui fait de lui un acteur clé et le témoin officiel de tous les actes juridictionnels pris par le juge. En plus, le greffier, c'est le personnage principal dans l'exécution des décisions de justice. Le greffier est un acteur clé de l'audience. Pendant le procès, il introduit le tribunal. Il note les débats. À la différence du magistrat, le greffier est un fonctionnaire. Le greffier est un auxiliaire de justice. Il ne rend pas de décision, il assiste le magistrat. Alors que le magistrat, c'est l'autorité judiciaire qui est chargée de rendre la décision, qu'on appelle le jugement, ou alors de prendre des mesures provisoires qu'on appelle encore les ordonnances. Ce qu'ils ont en commun, c'est deux structures qui veillent ou qui participent au bon fonctionnement de la justice. Au sein d'une juridiction, ce sont des collaborateurs. C'est-à-dire l'un ne peut pas travailler sans l'autre. Autre attribution de greffier, s'assurer que la justice est rendue de manière régulière, comme le confirme cet adage, sans greffier, il n'y a pas de justice. Un adage qui montre le rôle central du greffier dans le milieu judiciaire. Transformation des déchets, le recyclage à Manéa. Le ministre de l'Assainissement a effectué une visite de terrain dans une unité industrielle spécialisée dans la revalorisation des déchets plastiques. Cette initiative met en lumière les enjeux liés à la gestion durable des déchets, à la protection de l'environnement et aux opportunités économiques offertes par l'économie circulaire. Mariam Kamara nous signe ce reportage. Au cœur de la commune de Manéa, cette usine tourne en plein régime. Ici, on ne voit pas de déchets, on voit plutôt une matière première précieuse. Le ministre Abouakar Kamara est venu le constater par lui-même. Des montagnes de bouteilles et des sachets plastiques collectés dans la nature entrent dans cette unité pour en ressortir transformés et utiles. Paradoxalement, pour fonctionner en pleine capacité, cette unité de transformation aurait besoin de 50 tonnes de plastique par jour. Avec tout ce qui traîne dans nos rues, elle n'en récupère que 20 tonnes. Quand on sait aujourd'hui que l'une des difficultés à Conakry, c'est comment faire face à l'insalubrité, à l'incivisme, et qu'il puisse exister une telle grande unité créée depuis 2022, et que nos PME, nos délégations spéciales, ou même ceux qui n'ont pas d'emploi puissent avoir des difficultés à combler les besoins de cette unité de transformation des déchets de recyclage, c'est très étonnant. Ceci est une grosse opportunité que le département va saisir. Résultat, pour survivre, l'usine doit s'approvisionner de loin. Des camions remorques viennent même de l'intérieur du pays, de Sigirin, Kankan, Zérékoré ou Labé, pour lui apporter la matière première non collectée dans la capitale. On a deux volets, le recyclage, matière plastique, et en même temps la fabrication, la revalorisation de ce recyclage. Là, nous faisons des articles de ménage de première nécessité. Ici, les déchets ont de la valeur. L'usine rachète la tonne jusqu'à 2 400 000 francs guinéens, une manne financière pour les jeunes et les coopératives du secteur. Ça, c'est inexplicable. Mais nous comprenons. C'est le regard de la société. Tous ces plastiques aujourd'hui qui sont dans la rue, les jeunes ont honte. La plupart de ceux qui le font, parfois, le font dans l'anonymat.
alors que ce sont des opportunités qu'il faut saisir. Cette visite se solde sur des prévisions claires. Il s'agira désormais de soutenir ces industriels locaux, attirer de nouvelles PME et surtout renforcer les capacités de ceux qui sont déjà en place pour intensifier la lutte contre la pollution plastique. Un détour à la baie où le gouverneur intensifie les prises de contact sur les terrains. Une tournée conduite dans plusieurs préfectures, dont l'Elouma, Tougué, Koubia et Mali, à la rencontre des populations et des autorités locales. Entre échanges citoyens et visites d'infrastructures sociales, cette mission s'inscrit dans une dynamique d'écoute et de suivi des réalités locales. RTG Labé, Sarafdine Diallo, Nabila Moussa Kamara. À peine installé dans ses fonctions, le gouverneur de la région administrative de la baie a entamé une tournée de prise de contact avec les populations et les autorités locales. Le général Boundoka Kondé a successivement sillonné les préfectures de l'Elouma, Tougué, Koubia et Mali. À chaque étape, le premier responsable régional et sa délégation sont accueillis dans une ferveur populaire marquée par des messages de bienvenue et d'espoir. La préfecture de Tougué, à l'instar des autres préfectures de la région, demeure engagée dans la mise en œuvre effective des orientations du gouvernement. Puisse cette visite être le point de départ d'une collaboration fructueuse, fondée sur la confiance, l'efficacité et le sens élevé des intérêts généraux. Lors des différentes rencontres, les populations ont réaffirmé leur engagement en faveur de l'unité et de la paix. Dans un climat d'écoute et d'échange direct avec les cadres administratifs et citoyens, le gouverneur s'est réjoui du climat de quiétude et de cohésion sociale qui prévaut dans la région. Dans les différentes préfectures, aujourd'hui nous dirons Dieu merci sur le plan cohésion, sur le plan vivre ensemble et sur le plan synergie d'action. Nous avons constaté pendant les 2 élections que nous venons de faire, il fallait venir auprès de la population, non seulement me présenter à eux, nouvellement affectés, mais aussi les féliciter et les remercier. À noter que le général Boundoka Kondé a aussi rencontré les services de défense et de sécurité avant de visiter plusieurs infrastructures communautaires à la base. Point d'orgue de cette tournée, l'ascension de la célèbre Dame du Mont Loura, un symbole touristique et naturel majeur de la préfecture de Mali. À Kissidougou, le préfet multiplie la rencontre avec les autorités locales et les acteurs des différentes circonscriptions administratives au cœur des échanges, reconnaissance de la mobilisation des collectivités locales lors des récentes échéances électorales et rappel des enjeux liés à la gouvernance participative et aux projets d'intérêt public. Aboubakar Djabi. C'est une traditionnelle prise de contact qui se tient entre le nouveau préfet de Kissidougou et ses circonscriptions administratives. Dans ces zones de la cité de Kissi-Faramaya, notamment Albadaria et Sangardo, les administrateurs préfectoraux sont mobilisés pour porter le message du chef de l'État, Mamadi Doumbouya. En tant qu'administrateur territorial, une fois nommé à la tête d'une circonscription administrative, c'est de faire le tour, prendre contact avec les populations, prendre la mesure et savoir ce dont souffrent les populations, leurs attentes, pour tenter au mieux de les résoudre. Et si ça dépasse nos compétences, nous les remontons à l'autorité supérieure afin que des dispositions idoines soient prises à ce niveau. En transmettant cette commission présidentielle, la délégation préfectorale est revenue sur l'importance du vivre ensemble et de la paix dans la réalisation des activités socio-économiques au bénéfice des communautés de Kissidougou. Ce qu'on peut retenir, c'est qu'il a exhorté toute la population à faire venir les enfants à l'école, tous les enseignants, de veiller sur l'éducation des élèves. Au niveau de l'environnement, alors, le préfet a demandé que le problème de bois soit restructuré maintenant là, que les gens suivent la loi et sur les chemins qu'il faut. La population de Djendé a accueilli à bras ouverts tout ce message, plein de sagesse, plein d'instructions,
est plein d'encouragement. Au cours de ce marathon, les autorités préfectorales de Kissidougou ont saisi l'opportunité pour répertorier les préoccupations pressantes des collectivités locales visitées. La démarche consiste à promouvoir la bonne gouvernance administrative au niveau local pour répondre aux besoins spécifiques des collectivités. Et puis, bilan d'activité au Centre guinéen de formation et d'éducation pour le développement. Les membres statutaires se sont réunis à Sangoya, dans la commune de Matoto, à l'occasion de leur assemblée générale annuelle. Au menu des discussions, la rétrospective des actions menées et l'évaluation des résultats enregistrés au cours de l'année 2025. Le point avec Nabi Kamara. Le Centre guinéen de formation et d'éducation pour le développement, CEGIFED, a tenu sa 3e assemblée générale. C'était pour faire le bilan de l'année écoulée. Et l'objectif de cette assemblée générale, c'est un peu faire le compte rendu des différentes activités réalisées durant 2025. Parce que c'est une activité qu'on devrait réaliser en fin d'année, c'est-à-dire en décembre 2025. Mais vu un peu les occupations, c'est des différents projets, on a jugé utile de le tenir maintenant, pour ne pas encore qu'on avance dans l'année 2026 sans le tenir. Pour l'occasion, les membres statutaires ont suivi avec attention le compte-rendu de chaque coordinateur de projet par rapport aux activités menées durant l'année 2025 sur le terrain en faveur des populations. Dans l'ensemble, les résultats obtenus ont été très appréciés par tous les participants à ce rendez-vous annuel du CEGIFED. J'avoue que c'est une première depuis que moi je suis à CEGIFED, que nous soyons dotés d'un plan stratégique réel qui va être projeté et soumis à l'Assemblée pour validation. Je pense que c'est une avancée majeure dans la vie de toute institution. Je qualifie ça comme bonne pratique. À partir des différentes présentations, je peux dire que vraiment ces révisions, c'est satisfaisant. Les activités ont été réalisées. Et vous savez, on est en partenariat avec d'autres institutions de la place qui, n'est-ce pas, avec lesquelles on avait des contraintes. Le Centre guinéen de formation et d'éducation pour le développement est un organisme d'affiliation de Tostan International. Leur partenariat, scellé depuis 3 ans, est au beau fixe. Toujours dans l'actualité nationale, à Boké, renforcement des capacités dans la lutte contre les violences basées sur le genre. Des enseignants et encadreurs des écoles élémentaires ont bénéficié d'une formation axée sur l'utilisation de la boîte à images comme outil pédagogique de sensibilisation des VBG en milieu scolaire. Cette initiative portée par la Direction régionale de la femme et de la famille avec l'appui de l'UNICEF vise à mieux outiller les acteurs éducatifs dans la prévention et la sensibilisation des élèves. Younoussa Tawel Kamara, reportage. Dans cette salle, le gouverneur a débouqué les enseignants et encadreurs de quelques écoles élémentaires de la préfecture. Ils renforcent leur capacité sur l'utilisation de la boîte à images dans les salles de classe. Une autre pédagogie pour permettre aux enseignants de bien expliquer aux élèves les enjeux de ces pratiques néfastes. C'est d'amener les enseignantes et enseignants et les directeurs d'école à sensibiliser plus les élèves sur les boîtes à images. Parce que les images parlent, les boîtes à images est un outil très important en milieu scolaire. Donc il faut vraiment l'adapter pour vraiment amener les enfants à comprendre beaucoup de choses sur les violences basées sur le genre. Il faut d'abord former ces enseignants, ces enseignantes pour l'utilisation de cette boîte à images, expliquer aux enseignants la boîte à images pour que ça soit montré aux enfants. Ça va permettre aux enfants d'éviter de prendre contact avec ces malfaiteurs, avec ces délinquants, avec ces violeurs. Durant 3 jours, ces participants venus des établissements scolaires de Kamsar, Fria et Boké Centre ont pu cerner les différentes formes de violences basées sur le genre. On compte faire la restitution dans nos écoles pour que les enfants comprennent mieux ce qui veut dire la mutilation génitale et aussi les faire comprendre comment les enfants doivent se comporter à l'école, en utilisant toujours les boîtes à l'image. Si nous jouons tous nos rôles, c'est des choses qui ne peuvent pas arriver. Si la famille joue son rôle, l'école joue pleinement son rôle, et la société, l'État joue son rôle, c'est des choses que nous pouvons minimiser
dans nos sociétés. Cette autre stratégie qui contribue à briser le silence est une initiative du ministère de la Femme, de la Famille et des Solidarités à travers la direction régionale de Boké avec un appui financier et technique de l'UNICEF. Santé maternelle, accent sur la prévention en milieu rural. Dans plusieurs localités, l'accouchement à domicile demeure une pratique répandue, exposant les mères et les nouveau-nés à des risques évitables. À Samoroya, dans la préfecture de Kindia, des acteurs communautaires accompagnés de sages-femmes ont mené des actions de sensibilisation pour encourager le recours à l'accouchement assisté en structure de santé par un personnel qualifié. Reportage Sounonou Sidibé, Marwan Kamara. Sous l'ombre du grand fromager, une cinquantaine de femmes de Samoroya village sont assises pour écouter attentivement les explications des sages-femmes venues des centres de santé locales. À l'initiative du comité Jeune Mon Avenir d'abord, cette séance vise à informer et à prévenir les risques liés aux accouchements à domicile. Accoucher au niveau des communautés, c'est un problème pour la femme et pour l'enfant. C'est pourquoi nous avons organisé cette sensibilisation. C'est pour amener ces femmes-là, non seulement à fréquenter les centres de santé, mais aussi nous dire quel est le problème réel, pourquoi ils ne fréquentent pas les centres de santé. Quand une femme accouche à la maison, les conséquences sont nombreuses. Déjà, l'hémorragie du postpartum, on ne peut pas gérer ça à la maison. Ce n'est que dans un centre ou dans les hôpitaux qu'on peut gérer ça. Dans plusieurs régions du pays, notamment en zone rurale, certaines femmes continuent d'accoucher à domicile, parfois assistées par des matrones non formées. Une situation qui augmente les risques de mortalité maternelle et néonatale. Ces est là pour aider la population de Kidia pour la réduction des décès maternels et infantiles. Parce que quelqu'un qui fréquente l'hôpital, on va savoir si tout va bien, si ça ne va pas. Si ça ne va pas, qu'est-ce qu'on peut prévenir pour éviter les dégâts? Cette sensibilisation communautaire apparaît ainsi comme un levier essentiel pour encourager les femmes à privilégier les structures de santé. Un geste simple mais déterminant pour protéger la vie des mères et des nouveau-nés. On en vient à la Fédération guinéenne des ferrailleurs qui poursuit sa structuration à l'intérieur du pays. L'installation des antennes préfectorales a été finalisée avec une dernière étape dans les préfectures de Labé et Pita. À cette occasion, des orientations ont été données au nouveau bureau, notamment en matière de coordination des activités et de respect des conventions en vigueur. Bakary Bambakonde. C'est la dernière étape de la mise en place des antennes préfectorales de la Fédération guinéenne des ferrailleurs à l'intérieur du pays. Cette fois, ce sont les préfectures de Labé et Pita qui ont accueilli les membres de la dite fédération. Il s'agit de renforcer l'organisation du secteur et à promouvoir des pratiques durables dans la gestion des métaux usés. L'un des objectifs phares de la Fédération guinéenne des ferrailleurs, unifier tous les acteurs de la filière en vue de les transformer en un outil de développement. Aujourd'hui, le secteur des ferrailles est un secteur très névralgique qui joue un rôle très important dans la croissance de l'économie nationale. L'information des acteurs locaux sur les enjeux environnementaux et économiques liés à la gestion des déchets métalliques, l'importance de la collecte et du recyclage des métaux, ainsi que des conseils pratiques pour améliorer leurs activités, ont concentré l'essentiel de l'installation de ces nouveaux bureaux préfectoraux de Labé et Pita. On attendait ça depuis fort longtemps. On ne fait que remercier le bon Dieu. Parce qu'on dit plus souvent que chaque chose a son temps. On a trop su faire dans notre domaine, comme l'État vient de penser à nous, pour qu'on soit réglé dans nos activités. Cela me fait plaisir. J'ai vraiment apprécié cette rencontre parce que Madame la ministre du Commerce, de l'Industrie et des PME a lancé l'initiative de recenser tous les ferrailleurs de la région administrative de Labé. Et aujourd'hui, ça a été une occasion pour nous d'installer l'antenne régionale. L'inspection se charge vraiment d'assurer le suivi et le contrôle de toutes leurs activités. En renforçant la sensibilisation et en offrant un soutien direct aux acteurs locaux, la Fédération guinéenne des ferrailleurs s'engage à transformer le secteur en un modèle de durabilité et de responsabilité. Direction le district de Safa, dans la préfecture de Pita. Dans cette localité enclavée de la sous-préfecture de Ninguélandé, les populations font face à d'importants défis liés à l'accès aux infrastructures
sociale de base entre difficultés de mobilité, conditions d'apprentissage précaires et manque d'espace dédié à la jeunesse. Le développement local reste encore un enjeu majeur. C'est le grand format réalisé par Fatoumata Batouli Diallo, Mohamed Salou Bangora. À première vue, le paysage est splendide. Des plateaux sont verdoyants, des terres fertiles et une population laborieuse. Mais en s'approchant au centre de ce district, l'image change au fur et à mesure qu'on évolue. L'école primaire de Safa se dresse là, dans un état de délabration totale. Les murs fissurés, la toiture presque à lambeaux laissent pénétrer le soleil ardent et les pluies diluviennes. Chaque fissure dans ce mur raconte une histoire, celle d'un système éducatif rural en souffrance. Chaque goutte de pluie qui traverse le toit est un rappel cruel du manque d'attention dont souffre cette localité. Ici, apprendre relève presque du courage. Cette école a été construite vraiment par les notables de la communauté. Et donc nous sollicitons vraiment l'assistance de l'État à toutes les personnes de bonne volonté de nous assister dans ce sens-là. Mais l'école n'est pas le seul symbole de cette précarité. Safa ne dispose pas de véritables maisons de jeunes fonctionnelles. Il a aussi un manque d'espace de loisirs. Faute d'opportunités, beaucoup choisissent l'exode rural. Ils quittent leur terre, leur famille, avec l'espoir de trouver un avenir meilleur ailleurs. Ces deux parts massifs affaiblissent le tissu social et compromettent le développement local de cette localité. Pour le développement de la sous-préfecture, de tous les districts de la sous-préfecture de Ninguélande, et quand on arrive à avoir une assistance d'où qu'elle vient, mais ici on va pointer le gouvernement afin qu'il puisse nous aider. Autre défi majeur, la route est dans un état de dégradation très poussé. Pendant la saison sèche, la poussière envahit les pistes. La saison de pluie, c'est quasiment le même spectacle avec la boue et les pistes deviennent impraticables. Les véhicules s'embourbent, les motos peinent à circuler et les habitants parcourent parfois plusieurs kilomètres à pied pour atteindre le centre de santé ou le marché. Pour les agriculteurs, écouler les produits devient un véritable parcours du combattant. Les récoltes, fruits de mois de dur labeur, peinent à atteindre les centres urbains. Une situation qui freine l'économie locale et maintient les populations dans un cercle de précarité. En ce qui concerne le commerce, nous avons assez de choses à vendre, mais compte tenu de l'état de la route, on est coincé ici, rien ne bouge. Les malades ont des difficultés pour se soigner. Il y a au moins 18 km entre Safa et Ninguélande. Si quelqu'un tombe ici, on a un hôpital, mais on n'hospitalise pas ici par manque de médecins. Même quand on a une femme en état de travail, on est obligé soit de la transporter par hamac, soit de faire appel à quelqu'un qui a une voiture tout-terrain. Et là, même si l'accouchement est gratuit à l'hôpital, on va assister au paiement de cet accouchement pour arriver à l'hôpital. À Safa, la détresse est silencieuse mais profonde. Les regards traduisent l'espoir d'un changement. Les anciens parlent avec résignation, le jeune avec impatience. Comme à Safa, les habitants de Sabéré, un des secteurs du district de Yorgolalia, sont sévrés d'infrastructures sociales de base. Le village est difficile d'accès à l'image de cette traversée périlleuse sur ce pont de liane qui relie Ninguélandi et la préfecture de l'Elouma. Les cadavres, les bagages, on transporte par là. Donc vous voyez, donc vous-même. Et quand on cultive aussi le riz ou bien le fenio, on traverse ici et notre population vit dans ce calvaire. Ça fait des années. Donc maintenant, c'est la raison pour laquelle nous prions à l'État, aux bonnes volontés, les bailleurs de fonds, vraiment nos ressortissants, de faire face à cette calvaire qu'on a ici. Ce pont de liane n'est pas un cas isolé. À Ngangarang, les populations de Safa, de Dongol Safa, de Foye-Bouroual, de Leifita et le district de Guémé dans Dongol Touma plaident pour la construction de cet ouvrage afin qu'ils puissent écouler leur production sans être inquiétés.
Merci à Fatmata Batouli Diallo pour ce grand format de la rédaction. À Koufin, dans la commune urbaine de Kamsar, un élan de solidarité autour d'un lieu de culte. Les travaux de construction de la mosquée principale progressent, portés par l'appui d'une organisation non gouvernementale engagée auprès des fidèles. Une initiative accompagnée de la remise de matériaux de construction et de vivre au bénéfice des populations locales. Nabi Kamara, Mamadou Alpha Baldé. À Koufin, dans la sous-préfecture de Kamsar, on s'achemine vers la fin des travaux de construction de la mosquée centrale 32 ans après leur lancement. C'est le réseau d'intégration pour la paix et le développement RIPAD, une ONG nationale qui a pris l'engagement d'accompagner les populations de ce district où la religion musulmane est pratiquée à plus de 75%. Grâce à la générosité des personnes de bonne volonté, nous avons eu le privilège d'offrir 545 mètres carrés de carreaux pour la mosquée de Koufin en construction depuis 1984. À cette occasion, des prières et bénédictions ont été formulées pour le RIPAD et pour tous les donateurs avec l'espoir sincère de voir ce lieu de culte enfin achevé. Pour le président du réseau d'intégration pour la paix et le développement, ces gestes qui résultent d'un projet de 5 ans n'est qu'un début. Son ONG est prête à aller jusqu'à la fin des travaux. Nous sommes très heureux aujourd'hui de venir à Koufin pour une énième fois, venir présenter certains matériels pour l'achèvement de la mosquée de Koufin en construction depuis 1984. Donc il s'agit de ciment, des carreaux supplémentaires et des fenêtres et portes en confection. Nous avons aussi profité de l'occasion, puisque c'est le mois de Ramadan et chrétien, à envoyer du sucre pour la famille de Koufin. Donc nous avons envoyé aujourd'hui 6 tonnes et nous sommes en train encore de collecter les moyens pour envoyer le reste. Ici à Koufin, les populations ont accueilli avec beaucoup de joie et de prière ces dons qui viennent donner de l'espoir quant à la fin bientôt de leur maison commune, la maison de Dieu. À Kouroussa, un édifice religieux chargé d'histoire retrouve sa vocation. L'église centenaire de la localité a rouvert ses portes après des travaux de rénovation dans une atmosphère marquée par la mobilisation des autorités et des fidèles. L'événement, soutenu par l'entreprise KGM, a servi de cadre à ses appels en faveur de la paix et du vivre ensemble. Djamokaba. Elle a traversé plus d'un siècle. L'église centenaire de Kouroussa affiche aujourd'hui un nouveau visage. Ce lieu central de célébration de la communauté chrétienne du Hamana va continuer à accueillir les fidèles dans le confort pour des temps de silence et de prière. Cette église, je rappelle qu'elle a plus de 100 ans et que bientôt, dans 2028, nous allons célébrer les 110 ans de l'évangélisation de Kouroussa. Donc c'est un motif de joie, un motif d'action de grâce. Et tous ces travaux viennent nous donner beaucoup de courage et d'espérance pour continuer à être davantage chrétiens. Si l'église de Kouroussa est aujourd'hui flambant neuf, c'est grâce à l'entreprise KGM qui a réuni près de 170 millions de francs guinéens au titre du respect du contenu local. À l'issue de la messe, des bénédictions ont été formulées pour la paix et la stabilité dans le pays. À travers cette action, Kouroussa Goldman réaffirme sa vision. Une exploitation minière responsable, inclusive et bénéfique pour toutes les communautés. Nous sommes convaincus qu'aucun projet minier ne peut réussir durablement sans la paix, le dialogue, la cohésion sociale et la bénédiction divine. Je voudrais m'adresser aussi à la population. Aujourd'hui, je viens de le dire que nous sommes là par rapport à cette église. Cette église qui est rendue possible grâce à la paix. La rénovation et la mise en service de cette maison de culte est l'un des projets ambitieux hautement symboliques pour KGM. Le défi, répondre aux normes de sécurité pour le bien de la communauté.
À la même page, cette fois à Zérékoré, communion interreligieuse autour des valeurs de paix et de reconnaissance. Fidèles chrétiens et musulmans se sont réunis à l'initiative de l'Alliance des Églises et Missions évangéliques de Guinée pour un culte d'action de grâce organisé dans un contexte marqué par des consultations électorales apaisées. La rencontre a rassemblé les croyants dans un esprit de solidarité et de vivre ensemble. Mamadou Salou Baya pour les détails. Dans une salle de conférence archi-comble, fidèles chrétiens et musulmans de Zérékoré se retrouvent pour un culte d'action de grâce après les premières élections apaisées dans notre pays. L'initiative demande de l'Alliance des Églises et Missions évangéliques de Guinée, AEMEG, dans le but de consolider la collaboration entre les institutions de l'État et les communautés religieuses pour le bien-être des populations. Ce culte solennel est un moment de reconnaissance nationale et spirituelle. Elle vise à rendre grâce à Dieu pour la paix et la stabilité. Dans nos traditions africaines comme dans la foi chrétienne, la reconnaissance est une valeur fondamentale. Elle exprime la mémoire collective, la gratitude et la confiance en l'avenir. Premier responsable de la région administrative, le gouverneur de Zérékoré loue cette démarche visant à promouvoir le respect mutuel entre les composantes sociales dans l'accompagnement des actions de développement du gouvernement. La paix en Guinée, c'est grâce aux religieux. Et ce qu'ils ont fait aujourd'hui, c'est toute la Guinée qui est là comme ça. Depuis 1993 jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas eu d'élection en Guinée. À part les élections de cette année, il n'y a pas eu beaucoup de morts, beaucoup de blessés, beaucoup de cassures. Mais grâce à l'initiative de notre champion, l'homme du 5 septembre, qui a commencé à unir la Guinée depuis le premier jour. En 2013, vous attendez que Zérékoré est en ligne rouge. Oui, oui. Même on affecte quelqu'un à Zérékoré, il perd de venir à Zérékoré. C'est le moment, les imams, les prêtres, les pasteurs, on s'est réunis à la cathédrale de Zérékoré. On a dit attention, on est responsable devant Dieu. Les fidèles qui sont derrière nous, c'est le moment qu'on va se lever. On a mis un comité en place, un comité interreligieux. Premier dimanche des mois saints de Carême et de Ramadan, la rencontre de ce jour est mise à profit par l'Alliance des Églises et Missions évangéliques de Guinée pour offrir des cadeaux à leurs co-religionnaires musulmans. Des sacs de riz et des bidons d'huile sont ainsi offerts à certaines autorités administratives et religieuses de la ville. À Kagbélé, un engagement en faveur de l'encadrement des enfants orphelins. La Fondation Aboubakar Siddiq développe des initiatives axées sur l'éducation, la transmission de valeurs et l'accompagnement des jeunes. Au-delà de l'apprentissage religieux, cette initiative vise à prévenir les comportements à risque et à favoriser l'insertion sociale. Marwan Kamara. Créée en 2014, la Fondation Aboubakar Siddiq pour la mémorisation du Saint-Coran s'est fixé comme objectif de venir au secours des enfants orphelins de Guinée, assurer leur formation pour l'avenir du pays. Aujourd'hui, ces lauréats sont récompensés pour leur détermination et leur talent dans l'apprentissage du Saint-Coran. Et ce que le prophète a dit, celui qui arrive à aider un orphelin, il va cohabiter avec lui dans le paradis. C'est la raison pour laquelle j'ai une idée. Chaque fois, j'ai fait les doigts pour que Dieu me donne l'argent. S'il me donne l'argent, qu'il m'aide pour aider. J'ai eu le courage à bâtir cette maison pour prendre les orphelins en charge. Nous enseignons aux enfants beaucoup de livres islamiques, notamment Al-Fiqh wal-Asrar, Manzoumat al-Tawhid wal-Iman. Avec le slogan « Donner de l'espoir aux orphelins d'aujourd'hui et bâtir les leaders de demain », dans ce temple du savoir, plus de 80 enfants orphelins apprennent actuellement les valeurs et les bonnes pratiques islamiques. On est là aujourd'hui pour remercier et encourager le fondateur. Et ce qu'il est en train de faire, ça, c'est le développement du pays. Et ça va réduire aussi
le banditisme et les drogues. Je remercie la Fondation Ababacar Siddique pour tous les efforts fournis dans le cadre de l'instruction et de l'éducation pour tous les fils de ce pays. Ces grandes retrouvailles ont servi également de plateforme de reconnaissance envers les mécènes engagés dans la promotion de l'islam. Des prières ont été formulées pour le vivre ensemble ainsi que pour la réussite du programme d'émergence socio-économique du président de la République, Mamadi Doumbouya. Valorisation d'un produit naturel prisé sur le marché. Une entrepreneur d'origine congolaise s'est spécialisée dans la commercialisation du beurre de karité, reconnu pour sa qualité et issue du savoir-faire des productrices guinéennes. À travers son activité, elle met en avant les atouts de ce produit, largement apprécié par les consommateurs et symbole du potentiel des ressources de la Guinée. Allons à sa découverte avec Sekou Ferna Kourouma et Alia John Keita. Voici une dame qui promeut le beurre de karité produit en Guinée. Le beurre de karité, un produit reconnu pour ses propriétés nourrissantes, protectrices, réparatrices pour la peau et les cheveux. Depuis 7 ans, cette dame valorise le beurre de karité de Guinée. À cela s'ajoutent d'autres produits. Des produits endémiques des régions africaines capables de maintenir la douceur de la peau et de soigner certaines imperfections cutanées et quelques maladies. Et je connais la peau noire comme on longe. Donc je donne des conseils aux mamans qui ont des problèmes de la peau. Les Africains qui ont perdu leur couleur de peau, ils se retrouvent ici pour avoir des conseils vrais et puis les proposer des vrais produits qui peuvent soigner leur peau, redonner encore la vie. Tout le monde vient ici, les Guinéens viennent ici pour acheter des produits. Même le beurre de karité de la Guinée, je le vends ici aux 3 rue Christine à Château-Rouge. Fort de son expérience dans la vente des produits cosmétiques locaux, l'esthéticienne reçoit une clientèle diversifiée, des femmes et des hommes issus de nombreuses régions africaines. Chacun vient prendre conseil auprès d'elle, notamment les femmes victimes de dépigmentation. Avec son réseau de fournisseurs étalés dans la plupart des pays du continent, sa boutique ne désemplit presque jamais. Ici, chez Maman Nicole Malonga, on trouve tous les produits de beauté de très bonne qualité. Si vous voulez en trouver, il faut venir ici. Même si vous avez besoin de conseils en termes de la peau, des beautés et tout ça, elle est mieux placée pour vous conseiller. Dans le contexte africain, une grande partie de l'économie informelle est détenue par les femmes. En achetant le beurre de karité des Guinéennes organisées en coopérative, les esthéticiennes contribuent à sa manière à rentabiliser leurs activités génératrices de revenus. Une activité qui suscite de l'espoir pour la labellisation du beurre de karité. Quand on sait que l'ananas baron et le lépi de Guinée sont identifiés par l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle. Dernier virage de cette édition, le reggae à l'honneur dans la capitale. À Nongon, dans la commune de Lambaye, la première édition de la nuit du reggae a rassemblé passionnés et acteurs du mouvement Rasta. Une initiative portée par le mouvement Rasta de Guinée, marquant le lancement officiel de ces activités et la valorisation de cette expression musicale. Mikini Moussa Kamara, son Assagno, reportage. La première édition de la Nuit du Reggae vient de se tenir à Conakry. Elle a été organisée par les membres du mouvement Rasta de Guinée, une plateforme composée des précurseurs du reggae guinéen qui veulent renforcer les liens d'amitié et de fraternité avec la nouvelle génération pour contribuer à l'édification de la Guinée nouvelle. Le reggae, c'est notre âme. Le reggae, c'est le sang qui coule dans nos veines. Le reggae, c'est notre vie. Parce que c'est dans cette musique que nous pouvons défendre notre peuple et défendre la nation. Yes, I. C'est une opportunité que vous m'avez donnée à mon temps. Ça m'a mis à l'aise. C'est mieux que de laisser jusqu'à ce que la masse va mourir. On va dire qu'il était ça, on pouvait le faire ça là ou ça ou ça. C'est maintenant là vous m'avez donné. Et comme je viens de vous le dire, on doit aller ensemble. Le reggae est bien plus qu'un genre musical, c'est une source de bien-être qui apaise l'esprit, réduit le stress et favorise la détente grâce à ses rythmes lents. Avec tous les anciens reggaeman guinéens, dont Alpha West, Daddy Cool, Jamax Mara et tant d'autres. Voilà, aujourd'hui,
nous avons décidé de revenir sur scène avec plein de projets pour pouvoir faire revivre le reggae guinéen. C'est vrai qu'après nous, les membres fondateurs du reggae guinéen, il y a eu d'autres comme Takana Zion. Véritable nourriture spirituelle, le reggae prône la paix, la solidarité, la justice sociale, l'amour, renforçant ainsi l'estime de soi et l'unité. C'est ici qu'on s'arrête au compte de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Continuons d'avancer ensemble pour la Guinée, notre paradis, terre de richesse et d'innovation. Excellent suite de programme. Reposante nuit à toutes et à tous.